Avec nous, José Legault, Jonathan Trudeau, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Alors, visa pour les Mexicains, mesure qui avait été imposée par Stephen Harper, qui avait été enlevée par les libéraux de M. Trudeau, qui sera remise demain 11h30, 23h30 demain soir. Version un peu plus soft, un peu plus douce. Néanmoins, tour de table, José, je vous remonte les chiffres qu'on a montrés en début d'émission. Québec faisait pression, mais depuis un certain temps, même à Ottawa, on comprenait qu'il fallait faire quelque chose. 23 910 de demandeurs d'asile mexicains en 2023. C'était 3 000 en 2021. Est-ce que c'était la mesure à prendre d'après vous, José? Bonsoir. Allez-y. Bien, sur le fond de la question, je pense que ça reste quand même à voir, mais politiquement, c'est sûr que le gouvernement Trudeau devait faire quelque chose, devait bouger en quelque part. C'était une demande assez claire, là, mais c'est très ciblé, hein? C'est très, très, très ciblé. Mais c'est là, on voit que M. Trudeau est de plus en plus sous pression parce que c'est pas seulement le Québec, évidemment, qui trouve qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile, mais oui, je pense qu'il n'y avait plus de choix. Là. Jonathan. Terminada finita caput. Ça, c'est ce que Stéphane Dion, alors ministre des Affaires étrangères, avait déclaré en 2016 lorsqu'il avait annoncé la levée des visas mexicains. Merci texto, à nos ça? collègues. Oui. Bonne mémoire. Merci à nos collègues Louis et Romain qui ont inclus ça dans leur texte pour nous rappeler cette envolée de Stéphane Dion qui était très, très fier d'annoncer ça. Évidemment, ça aura fini un peu en queue de poisson parce que, bon, c'était un engagement en 2015. Ils doivent revenir, repasser sur la peinture si on veut. Je suis d'accord avec José que, ne serait-ce que politiquement, la pression devenait insoutenable. Et selon ce que nos collègues rapportent, les pressions du Québec se sont fait sentir au Conseil des ministres, mais on le voit dans les réactions de la ministre Christine Fréchette que c'est loin de tout régler. Ils estiment que c'était 25 des 55 de demandeurs d'asile que Québec reçoit en ce moment. Donc, ça faudra voir, en plus, avec les exemptions, dans quelle mesure ça va colmater les brèches, mais il reste que la quasi-totalité des demandes du gouvernement du Québec demeure, notamment sur le remboursement du milliard de dollars encourus par les frais d'accueil des demandeurs d'asile. Alec. Bien, politiquement, la pression était forte, mais sur le terrain aussi, la pression était forte. Écoutez, quand Stephen Harper avait mis en place le visa en 2009, c'est parce qu'on avait 10 000 demandeurs d'asile par année mexicains, puis déjà, ça créait une pression sur le système. On est rendu à 23 000. C'est plus du double. Et l'année 2024 s'annonçait pour battre le record de 2023. Là. Ça ne ralentit pas dans les aéroports. Et donc, il fallait trouver une manière de ralentir cet afflux-là. Je pense qu'on le fait bien. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà obtenu un visa aux États-Unis dans les 10 dernières années, parce que ça prend un visa pour les Mexicains lorsqu'ils vont aux États-Unis, vont en être exemptés. Ensuite, lorsqu'on va obtenir pour la première fois le visa pour venir au Canada, on va avoir 10 ans d'exemption. Donc, ceux qui viennent régulièrement, les travailleurs, les professionnels, les hommes d'affaires, tu demandes ton visa une fois, tu l'as pour 10 ans, tu peux revenir le nombre de fois que tu veux. Donc, on cible vraiment ceux qui viennent au Canada pour demander l'asile ou qui ensuite viennent au Canada et traversent la frontière américaine vers le sud. Et donc, je pense que c'est bien ciblé. Ce n'est pas un visa à demander à tout le monde. C'est à certaines catégories. Les travailleurs agricoles en sont exemptés, les étudiants aussi. Donc, je pense que ça va diminuer la pression sans mettre trop en colère les Mexicains qui, là, vont réagir un petit peu, mais en bout de piste, je ne pense pas qu'ils vont réagir plus que par la parole. Je serais bien étonné qu'il y ait des sanctions contre le Canada. Oui, aujourd'hui, ils ne sont pas très contents. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils vont bouder le sommet des trois amigos. D'ailleurs, ils nous ont annoncé en passant que ça aura lieu à Québec au mois d'avril. Ce n'est toujours pas annoncé officiellement au Québec. Pas à Québec, mais au Québec, oui. Je vous montre la réaction de la ministre à Québec. Au départ, il le demandait du bout des lèvres et plus les semaines passaient, plus il le demandait clairement. Alors, accueilli près de la moitié de ce nombre, 25 étaient des ressortissants mexicains. Cette annonce est la preuve que Québec arrive à se faire entendre à Ottawa. Juste un petit mot là-dessus, José, Jonathan, Alec. Ailleurs aussi, il y avait des pressions. C'était pas que le Québec, là, parce que ce changement de politique-là est dans la machine depuis des mois, José, on nous dit, nous. Absolument. Mais parlant de pression politique, le gouvernement Legault en subit beaucoup aussi.
à l'interne, à l'Assemblée nationale, devant les partis d'opposition, particulièrement venant du Parti québécois, dans ce dossier-là, où la CAQ se fait accuser continuellement d'être impuissante face au gouvernement Trudeau. Donc, je pense que le phrasé de la ministre n'est pas une coïncidence, là, parce qu'elle dit, ben voilà, on répond On a à nos réussi. demandes. Mais c'est Ouais. une demande. Oui. Très bien. Ben, c'est aussi la phrase qui m'a le plus qui m'a accroché là, dans la déclaration, c'est-à-dire voyez la démonstration du succès qu'on peut avoir en faisant des demandes au fédéral, parce que José le dit, si on parle d'une question de relation entre le Québec et le gouvernement fédéral, il reste que sur le terrain politique provincial, c'est un enjeu, parce que les partis d'opposition, non sans raison, je pense, ont beau jeu de reprocher au gouvernement Legault d'avoir un bilan qui est assez mince lorsque vient le moment de faire des demandes au gouvernement fédéral. Mais en même temps, d'un côté, ils disent que ça fonctionne, mais d'un autre côté, comme je le dis, on comprend qu'il reste beaucoup de demandes qui ne sont pas, pour lesquelles on n'a pas des réponses favorables du côté d'Ottawa. Et je dois dire, j'imagine que mes collègues doivent le sentir aussi, qu'on sent de plus en plus d'irritation du côté du fédéral face au Québec qui tape du pied. On essaie de remettre un peu en contexte les chiffres, de relativiser. Donc, on est loin de s'entendre sur la globalité des demandes. Très bien. Alec, un petit mot sur la joute politique. Je pense que je pense que Québec a réussi à se faire entendre. Je pense que la ministre a raison. Je pense que dans ce cas-ci, on a eu l'aide de Toronto beaucoup aussi. Olivia Chow est en croisade parce que le nombre de demandeurs d'asile est très important à Toronto aussi. Le caucus de l'Ontario était du même bord que le caucus du Québec. Ça aide à mettre un peu de pression sur le Conseil des ministres. Mais dans le cas du chemin Roxham, par exemple, on avait réussi du côté de Québec à infléchir le gouvernement Trudeau. Joe Biden était venu et à notre surprise générale à tous, on avait fermé le chemin Roxham alors qu'on disait toujours que c'était compliqué, que ce ne serait pas possible. Donc, il y a quand même des petites victoires. C'est juste que ça prend du temps avant qu'elles arrivent et qu'on a l'impression de vivre un psychodrame à chaque fois qu'on négocie quoi que ce soit. Mais il y en a. C'est juste que c'est long un peu. Oui, puis c'est loin d'être fini. Ce sera un des grands sujets des prochaines années. La pression migratoire chez les pays du Nord, là, c'est pas demain que ça va finir. Très bien. Un mot sur l'aide pour les élus municipaux. On promet 2 millions, une ligne d'écoute. On va écouter la ministre André Laforêt. Alors, je pense, par exemple, c'était la plus jeune mairesse, la mairesse de Chapey, Isabelle Lessard, qui avait exprimé la nécessité, lors de sa démission, d'avoir un soutien psychologique cet automne. Alors, on répond également à sa demande. Puis les élus municipaux, contrairement aux employés de la ville, n'avaient aucun accès à ce genre de service. Donc, il fallait agir rapidement, par exemple, parce que oui, il y a des départs des élus. Une ligne d'aide. Bon, on fait référence à Isabelle Lessard, la plus jeune mairesse d'ailleurs, qui avait été élue. France Bellil la semaine dernière, ça fait couler beaucoup d'encre. Jonathan, une ligne d'aide, ça va aider? Bien, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas être contre ça. En même temps, 2 millions sur une période de 5 ans, ça me semble assez peu comme enveloppe. J'ai pas l'impression qu'on va avoir une immense campagne de publicité pour interpeller les élus municipaux. En même temps, on le voit, il y a une problématique là, avec 10 des élus qui ont démissionné alors qu'il reste encore plus d'une année et demie au mandat. Donc, je pense qu'il fallait faire quelque chose. J'aime bien aussi l'idée que le gouvernement travaille avec la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités pour mettre sur pied une ou des formations là, pour outiller les élus, qu'on essaie, dans les faits, de ne pas en arriver à nécessiter une aide psychologique. Donc, je pense que là-dessus, il y a quelque chose de bien, mais autrement, j'ai envie de dire aussi qu'il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Oui, on peut parler longuement du climat sur les médias sociaux, de l'attitude des citoyens. En même temps, il faut dire que les élus ne donnent pas toujours eux-mêmes l'exemple, que ce soit dans les municipalités ou encore à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Encore, nous, dernièrement, à Québec, on l'a vu là, avec le psychodrame du coup de torse qu'aurait donné un conseiller municipal à un autre conseiller, puis un climat toxique. Donc, encore faut-il qu'on soit capable d'être sensibilisé soi-même, de se regarder un peu le nombril et de donner l'exemple un tant soit peu. José, un petit mot. C'est à peu près ça. Bon, oui, c'est sûr que la ligne d'aide, bon, c'est mieux que rien. La formation, moi, ça m'apparaît plus important quand même, si c'est bien fait, si c'est bien préparé.
Mais il y a du ménage à faire dans la cour des élus municipaux par eux-mêmes aussi. Mais une fois qu'on aura dit ça, vous savez, même nous, dans les médias, tout le monde, on baigne dans cette espèce d'écosystème toxique. Les médias sociaux sont devenus toxiques. Ça affecte aussi beaucoup, beaucoup de personnes. Le président de l'Union des municipalités l'a dit clairement, les femmes encore plus. Il y a une espèce de misogynie décomplexée là, qui sévit partout. Et ça, par quel bout prendre ça, on ne le sait plus vraiment. Là. Alec? Ben, c'est bien une ligne d'aide. Je pense pas que ce soit suffisant. Je pense que l'incivilité à la base va demeurer. Puis c'est le gros problème actuellement, c'est qu'il y a bien des gens qui se permettent tout, c'est pas tout le monde, il faut le dire, là, quand même. La majorité des citoyens restent très polis envers leurs élus, puis agréables. Sûr. Mais la minorité est très désagréable. Et donc, est-ce que ça va disparaître? Il faudra que les élus se trouvent eux-mêmes des trucs, là, des façons de procéder. Est-ce qu'ils sont obligés de lire leur Facebook? Est-ce que ça peut pas être des employés qui le font? Peut-être moins lire. Non, mais il faudra qu'ils se trouvent des trucs. Je veux dire, c'est pas une ligne d'aide qui va leur permettre de passer à travers les 4 ans de leur mandat. Il faudra qu'il y ait des coups de main. Les journalistes en ont. On ne lit pas tous les messages. Il y a des gens qui lisent certaines choses à notre place. Est-ce que c'est vraiment utile? Qui font des tris? Parce que sinon, à un moment donné, ça joue dans la tête. Ça reste un mauvais message désagréable. Même si on en reçoit 9 ou 10 d'agréables, c'est celui-là qu'on va retenir. C'est celui-là qui va nous jouer dans la tête. Les élus, c'est exponentiel par rapport aux journalistes. Faudra aussi, peut-être dans la formation, ça peut être intéressant, peut-être que dans la formation, on pourra donner des trucs parce que la ligne d'aide, c'est le dernier recours. Il faudra qu'en amont, on travaille un peu sur la manière de se protéger. Là. Formation sur les réseaux sociaux. Oui, allez-y, Josée. Oui, mais encore une fois, j'espère qu'on va aussi moduler ça, particulièrement pour les femmes, parce que c'est un véritable problème. Moi, comme journaliste, je le sais, je le vis quotidiennement. Mes collègues femmes le vivent aussi. Il y a quelque chose de particulièrement brutal envers les femmes qui prennent la parole en public, qu'elles soient élues, qu'elles soient journalistes, etc. Et ça devra faire partie de la formation. Il va falloir outiller les femmes dans ce milieu-là. Là. Très bien. Sondage, non, pas Journal de Montréal, sondage Presse canadienne léger. Et M. Poilievre, ben, les choses vont bien. Le bleu du ciel continue à s'étendre partout. Et là, c'est dans tout le pays, c'est dans tout le Canada, 41-25. Il a pris un point. C'est pas tellement celui-là qui est intéressant comme l'autre, où le bleu arrive, le bleu plus pâle arrive au Québec. Et là, regardez, 32 blocs, 29 conservateurs qui est passé devant les libéraux, qui sont à 21. C'est ça la nouveauté pour le léger, qui suit depuis. Alex, je commence avec vous là-dessus. Et on l'entend depuis des mois et des mois, M. Poilievre qui attaque le bloc, qui le met dans le même panier que les libéraux. Il va continuer à faire ça, manifestement, parce qu'en tout cas, il a monté dans ce sondage-là, si on se fie à lui. Oui, c'est ce que je trouve un peu particulier de ce sondage-là. Je vais attendre de voir si d'autres confirment cette tendance-là, parce que les vases communicants ne sont pas aux bons endroits, ou du moins pas aux endroits naturels. Transfert des libéraux conservateurs, ça se peut, ça se fait, mais ce n'est pas le premier endroit où le transfert se fait normalement. C'est davantage du bloc vers les conservateurs et vice-versa. Et donc, dans ce sondage-là, c'est comme si le bloc n'avait pas bougé, mais plein d'électeurs libéraux, soudainement, avaient envie de voter pour Pierre Poilievre. Je pense qu'il y en a. Assez pour faire un revirement de tendance aussi important, je ne suis pas certain. Je vais attendre de voir. Ça prend plusieurs sondages pour confirmer une tendance. Si ça reste comme ça, très bonne nouvelle pour les conservateurs. Ça veut dire plein de gains au Québec. Ça veut dire des nouvelles circonscriptions, pas de doute, dans la grande région de Québec, en descendant le long de Victoriaville, Drummondville. Mais avant de voir qu'il y aurait un transfert aussi important des rouges vers le bleu, je vais attendre encore quelques sondages. Mais ça va être intéressant à surveiller. Jonathan. Ben, ce qui est fascinant, puis je suis d'accord avec Alec qu'il faut faire attention là, parce que l'écart, je trouve, est très important par rapport au sondage précédent. Mais ce que je note, c'est à quel point, au-delà du 8 là, qui semble séparer les libéraux des conservateurs, c'est à quel point les conservateurs sont près du Bloc québécois à 3 là. Le parti qui doit voir des témoins là, rouge foncé s'allumer sur son tableau de bord, c'est particulièrement le Bloc québécois. Mais en même temps, on trouve toujours ça un peu fascinant de voir l'espèce d'équilibre dans l'humeur des Québécois sur
l'appui du Parti québécois versus le Bloc québécois. Lorsqu'on voit un Parti québécois qui est très, très fort, bien, souvent, ça va coïncider avec un Bloc québécois qui est en perte de vitesse et vice-versa. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les conservateurs. Ça démontre que la stratégie de Pierre Poilievre, vous l'avez dit, Patrice, d'attaquer de façon systématique le Bloc québécois. Je me souviens du grand congrès du Parti conservateur qui s'est tenu à Québec il y a quelques mois de ça. Dans tous les paragraphes qui étaient en anglais, Pierre Poilievre attaquait Justin Trudeau, mais dans la version française, c'était systématiquement le Bloc québécois qu'il visait. Donc, je pense que c'est efficace. Puis je terminerai en disant que peut-être aussi la mauvaise nouvelle pour les souverainistes du Québec qui pensent que de plus en plus, il y a une soif insatiable de souveraineté avec la montée de Paul Saint-Pierre Plamondon dans les sondages. Bien, on voit que les gens peuvent changer d'idée aussi. Oui, Josée. Oui, mais pour le Parti libéral, si ces chiffres-là tiennent ou si vraiment cette tendance-là se consolide, c'est très, très inquiétant parce que le Québec demeurait quand même... disons, un des derniers bastions là, de popularité des libéraux et de Justin Trudeau. Pour ce qui est des conservateurs, j'attendrai de voir aussi, parce que les conservateurs ont l'habitude, je parle des conservateurs post-Brian Mulroney, donc pas l'ancien Parti progressiste conservateur, mais la mouture Harper et la suite, d'être concentrés géographiquement. Donc, il faudra voir aussi comment ça va se dessiner, mais c'est sûr que de toute manière, d'ici à la campagne électorale et durant la campagne électorale, sur le terrain québécois, la lutte entre le Bloc et le Parti conservateur, entre Pierre Poilievre et Yves-François Blanchet, elle s'annonce assez féroce. Et on le voit, là, M. Blanchet qui réplique très durement. On l'a vu sur les réseaux. On parlait de la dureté des réseaux sociaux. Jonathan Alec, un mot là-dessus. On voit, là, ça va être une lutte. Ces deux-là vont s'attaquer de front, Jonathan. Bien, absolument. Puis l'exemple de la semaine dernière sur Twitter, c'était assez fascinant là, de voir les attaques qui étaient acerbes, qui étaient très, très, très personnelles entre Yves-François Blanchet et Pierre Poilievre qui ne se faisait pas prier pour répondre. Donc, Yves-François Blanchet est un politicien brillant, très, très, très lucide. Il voit que dans son rétroviseur apparaît maintenant Pierre Poilievre, va tout faire pour le démoniser, probablement à outrance un peu, mais en même temps, c'est de bonne guerre. C'est ça la politique, là. Alec, de façon plus globale, je vous donne le mot de la fin. Est-ce que M. Trudeau se dit il y aura un miracle qui va arriver au cours des prochains mois ou il voit ça? Parce que là, la tendance est lourde. On parlait de tendance tout à l'heure. Elle est lourde contre lui. Là. Elle est lourde. Il y a encore des libéraux qui se disent qu'il a le temps de quitter d'ici le mois de mai. Sa fenêtre se referme au mois de mai. Si on va avoir le temps de se choisir un nouveau chef avant la prochaine élection, c'est pas mal en mai qu'est la dernière possibilité, le temps de se trouver un chef pour la rentrée de septembre puis faire une année avec un nouveau chef. Donc, il y a encore des libéraux qui chuchotent que peut-être d'ici le mois de mai, si les sondages ne se replacent pas, Justin Trudeau pour aller prendre une marche de printemps. Il n'y aura plus de neige rendu là, mais une marche de printemps puis réfléchir à son avenir. Ce n'est pas les signes qu'il donne, mais c'est encore une possibilité parce que c'est vrai que là, la tendance, elle commence à être très, très, très lourde depuis pas mal de mois maintenant. Là. Oui, puis même s'il y a une baisse de taux d'intérêt dans 8 mois, 6 mois... Enfin, bref, à voir. Josée, Jonathan, Alec, merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.